Merci beaucoup. Merci beaucoup Myriam. Donc bonne après-midi, bon matin, bonne soirée à tous et bienvenue et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Tulissi Doubé et je suis conseiller en nutrition principale de Action contre la faim au Royaume-Uni et je suis l'animateur du webinaire. Et c'est le webinaire mondial sur les leçons tirées de l'examen national accéléré des lignes directrices IMAM dans 3 pays. Et aujourd'hui, on se focalise sur 3 pays dans ce webinaire. Et le projet mettait l'accent sur 7 pays. Donc, si vous voulez, ce webinaire, si vous voulez, vous est amené par le Global Nutrition Cluster, le cluster nutrition, en collaboration avec la Fondation Helena Crook Foundation, Action contre la faim et les partenaires qui ont participé à la révision, si vous voulez, des conseils nationaux dans 3 pays, dans Laos, dans la République centrafricaine et la République de Tanzanie. Et on sait que c'est un sujet qui est de plus en plus important et on est vraiment enthousiaste de s'engager dans un dialogue, si vous voulez, important, partager des perspicacités et on espère déclencher des collaborations pour le futur. Mais avant de commencer en profondeur dans ce webinaire, tout d'abord, des choses, des règles à respecter que l'on va vous expliquer. Donc, cette séance est enregistrée et sera partagée par la suite. Donc, pour ceux qui voudraient revoir ce webinaire et ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre, nous avons de l'interprétariat en français et en lao, interprétation simultanée en français et en lao. Vous pouvez choisir dans quelle langue vous voulez écouter ce webinaire. Donc, en bas de votre écran, vous avez, si vous voulez, un petit globe ou 3 petits points. Vous appuyez sur le globe ou les 3 petits points et vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez écouter le webinaire. Et surtout, n'ouvrez pas votre micro, sauf si vous parlez, sauf si vous êtes présentateur, pour minimiser les bruits, évidemment. Et si vous avez des questions pour nos conférenciers, dans ce cas-là, vous mettez vos questions dans, dans la boîte de conversation. Et donc, on aura également une séance à la fin pour nos questions et nos réponses. Donc, avant que je présente nos conférenciers et les personnes qui vont présenter, je voudrais surtout je voudrais souhaiter la bienvenue à Eileen qui représente la Fondation Helena Crook Foundation qui a soutenu notre travail d'Action contre la faim dans 7 pays. Elle va nous donner donc ses remarques préliminaires. Hélène, vous avez maintenant la parole, c'est à vous. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, super, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Eline Yakowengo et je suis directeur associé de la politique de recherche et de l'échelle, de la mise en échelle de la Helena Cork Foundation. Et on se focalise surtout, si vous voulez, sur le portefeuille, si vous voulez, des enfants qui ont d'au moins de 5 ans. Si vous voulez, c'est un jalon très, très, très important. Ils sont le produit de plus de 10 ans de recherche et d'innovation et également, on a donc des avances clés pour autonomiser les communautés, pour qu'elles améliorent, si vous voulez, les problèmes avec les enfants qui ont de la fonte musculaire, également les enfants de moins de 6 mois. Et si vous voulez, ce qui est important dans ces conseils et dans ces jalons, c'est que l'on va vraiment, si vous voulez, mettre à jour si vous voulez, les conseils nationaux. C'est pas uniquement adopter ce qui est dans les recommandations mondiales, c'est vraiment l'adaptation. Et c'est pour ça, dans cette discussion, si vous voulez, sur les conseils par rapport à la fonte musculaire mise à jour en Tanzanie, en République centrafricaine et en République démocratique du Laos, c'est très, très, très important parce que chaque pays, avec leur ministère respectif de la santé, ont, si vous voulez, eux-mêmes, si vous voulez, ont leur ligne directrice, leur réalité alignée avec leur système de santé propre pour que chaque communauté puisse répondre à ses besoins spécifiques à la communauté. Et, et l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment le calendrier pour la mise à jour.
l'adaptation, si vous voulez, ça ne se passe pas dans le vide. Et pour l'instant, on est vraiment au milieu, si vous voulez, d'un changement sans précédent et par rapport aux ressources mondiales, surtout dans les programmes de nutrition. Donc, dans la ligne de ces discussions, je suis très, très, très enthousiaste d'entendre nos homologues, nos conférenciers, comment ils peuvent réconcilier l'ambition de ces lignes directrices avec les ressources, le changement dans les ressources. Est-ce que l'on pense qu'il sera disponible euh, et d'entendre leurs perspectives et également de commencer en tant que communauté de nutrition, comment on peut soutenir chacun de ces pays dans les prochaines années pour qu'on n'ait pas, si vous voulez, de pertes, parce qu'on a vraiment gagné beaucoup depuis les dernières 10 ans. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup aux conférenciers. Et je vais maintenant vous redonner la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Hélène, pour ces mots. Et donc, on va commencer. euh, et on regarde, si vous voulez, surtout ce à quoi on doit faire face et, et les tâches qui sont devant nous. Donc, si vous voulez. Donc, pas de pression sur les présentateurs aujourd'hui, les conférenciers. Maintenant, vous avez la balle dans votre camp. Donc, un tout petit moment. D'accord. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des conférenciers divers et un groupe distingué d'experts qui vont nous amener, si vous voulez, une grande gamme de perspectives qui sont passionnés sur le sujet d'aujourd'hui. Et ils viennent du Laos, de la République de Tanzanie et de République centrafricaine et du Laos. Nous avons le docteur Ketkesson et également le docteur Ketkesson, qui est le directeur général adjoint du département de l'hygiène et de la promotion de la santé du ministère de la Santé de la République démocratique populaire du Laos. Et également, nous avons Rodrigue, qui est un consultant avec UNICEF. Et ensuite, nous avons de Tanzanie, nous aurons Pister Kaswahili, qui est un expert chevronné en santé publique et en nutrition. Et également de République centrafricaine, nous aurons le docteur Mbari, qui est le chef du service de la nutrition et, et de l'hygiène alimentaire dans ce département au ministère de la Santé et de la Population. Donc, sans perdre plus de temps, euh, je vais maintenant donner la parole à l'équipe du Laos qui va commencer dans leur présentation. Et maintenant, Rodrigue, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais confirmer. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, au nom du Laos, je vais co-présenter avec le docteur Ketz euh, notre si vous voulez, notre sous-directeur de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais faire la première partie, il fera la deuxième partie de la présentation. Nous allons partager nos expériences euh, par rapport à notre processus de réexamen, la révision, également des lignes directrices, si vous voulez, de la gestion intégrée de la malnutrition aiguë, IMAM, gestion intégrée de la malnutrition aiguë, IMAM en anglais. Prochaine diapositive. Donc, c'est vous pour vous donner, si vous voulez, une idée de la présentation. Donc, on va parler, si vous voulez, on va regarder, si vous voulez, l'émanciation, un aperçu de l'émanciation, surtout en République démocratique populaire du Laos, et de la transition par rapport à nos lignes directrices de 2018, par rapport, si vous voulez, à l'OMS, aux lignes directrices de l'OMS qui nous ont amené à notre version de 2025 de nos lignes directrices. Et le docteur Kat fera un processus de révision, les adaptations locales que nous avons effectuées avec l'OMS depuis les lignes directrices mondiales dans le contexte de la République démocratique du Laos. Quels sont les enseignements tirés de ce processus? Comment ça continue, les futurs défis à relever? Et on regarde ce qui se passe maintenant pour avancer.
Donc, pour vous donner à tous, si vous voulez, un aperçu et du contexte par rapport à la situation de l'émaciation en République démocratique et populaire du Laos. Donc, si vous voulez, il y a 10,7 prévalence dans l'émaciation. Et c'est, si vous voulez, c'est une enquête, les données d'une enquête de 2023. On a une augmentation de 1,7 depuis 2017 et donc une prévalence, si vous voulez, de 9% depuis 2017. Donc, si on regarde, si vous voulez, la prévalence nationale de l'émaciation, on est toujours dans le haut à 11. Mais si vous regardez le deuxième boîtier, la deuxième encadré, pardon, vous voyez également la prévalence d'émaciation provinciale. Et c'est bleu, ça monte actuel, bleu c'est actuel, et les résultats. Et le rouge, c'est la prévalence de l'émaciation en 2017. Et regardez les différences. Il y a des provinces qui ont baissé. Donc, il y avait un haut taux, un haut niveau, mais la plupart des provinces se sont augmentées, surtout 11, 12 et 13. Et c'est Selavan, Salavanek et Sakonde. Et ça souligne, si vous voulez, 26% à Sikong en prévalence de démaciation. Prochaine diapositive. Et une des choses que l'on a considéré, pris en considération quand on regardait la prévalence également, c'était également le fait que ça augmente. Si vous voulez un enfant et les jeunes enfants qui sont, si vous voulez, qui sont en train d'être nourris. Et on regarde l'allaitement maternel, 50% parce que plus de 50% c'est exclusivement les maternelles. Et donc on a moins de 45% et moins de 50% dans notre immunisation d'allaitement maternel pour les enfants. À l'introduction, si vous voulez, d'aliments solides, c'est 7-8% pour un repas minimal. La fréquence est 60%. Et la diversité en termes d'alimentation, c'est uniquement 40%. Et les alimentations acceptables, c'est uniquement 27%. Et si vous voulez, l'allaitement maternel qui continue jusqu'à 23 mois, c'est 37%. Donc ça contribue évidemment à la prévalence qui augmente de la malnutrition dans nos enfants à cause de l'alimentation et la manière dont nos enfants sont nourris depuis qu'ils naissent. Prochaine diapositive. Donc voilà notre version de 2018 de nos lignes directrices IMAM nationales, gestion intégrée de la malnutrition aiguë. Donc ça, le processus a commencé en 2018 et on a, si vous voulez, déroulé cela on l'a utilisé jusqu'en 2020. Donc ça a été en circulation, si vous voulez, dans différentes formations, si vous voulez, en République démocratique populaire du Laos. Donc on a les lignes directrices en rouge et on a également nos trois Z pour nos trois Z, donc en bleu dans la communauté. Le bleu, si vous voulez, c'est OPD. Et celui qui est bleu clair, c'est IPD. Donc, si vous voulez, donc les travaux de la communauté, c'est divisé en trois. Parce que c'est maintenant donné dans le personnel de formé. Et ils utilisent, si vous voulez, le livre rouge. Et ils auront maintenant une référence dans leur travail. Donc, ils sauront, quand ils travaillent dans la communauté ou en OPD, ils auront au moins, ou IPD, ils auront au moins une référence facile pour les aider dans leur travail. Prochaine diapositive. Donc, c'est la version 2018. Donc, donc également, c'est le guide de 2000 de l'OMS mis à jour de 2018 à 2023. Et ce que l'on regarde, c'est leurs conseils mondiaux pour gérer la malnutrition dans le monde entier. Le gouvernement maintenant de la République démocratique populaire du Laos maintenant est en train de réviser, si vous voulez, ces lignes directrices de l'IMAM en collaboration avec UNICEF, Action contre la faim, Royaume-Uni et d'autres partenaires en développement qui travaillent dans le domaine de la nutrition. Et depuis 2024, avril, on a commencé à parler de tout ça. Et maintenant, on est dans les dernières étapes, dans les dernières élaborations de la ligne directrice qui seront présentées par mon collègue plus tard. Prochaine diapositive. Donc, dans les lignes directrices de 2023, ça souligne surtout c'est la gestion, si vous voulez, de l'émaciation et des œdèmes nutritionnels et notre vexio actuelle. Donc, on parle de 6 mois à 59, des enfants de 6 mois à 59 mois qui ont de l'émaciation. Mais en 2023, les lignes directrices de 2023, ça inclut les enfants de moins de 6 mois, les nourrissons de moins de 6 mois, qui ont été évalués comme groupe à risque pour la croissance et le développement.
et on a ajouté un contexte additionnel pour notre ligne directrice 2018. Nouveau changement, adaptation au contexte local. Et on a mis l'accent sur la prévention, l'émaciation, également l'œdème nutritionnel dans nos nouvelles lignes directrices. Et on a adapté, si vous voulez, par rapport aux, aux lignes directrices mondiales 2023 pour l'évaluation. Maintenant, je donne la parole à mon collègue. Donc, je vais je vous expliquer ce qu'on a fait depuis 2024 jusqu'à maintenant. Maintenant, mon collègue a la parole. Merci. Merci de Rodrigue pour la première phase de cette présentation. Maintenant, je voudrais amener donc le développement, si je veux vous parler du développement de la gestion intégrée de la malnutrition écrit IMAM en 2024. Donc on va, si vous voulez, parler de ces discussions qu'on a tous les trimestres et réunions avec les parties prenantes pour commencer ce processus, réévaluation, révision des lignes directrices IMAM, et également, avec également le Royaume-Uni, avec UNICEF, Action contre la faim, et pour cartographier les ressources disponibles qui vont être révisées dans ce processus de révision. Comme vous voyez, de deuxième trimestre 2024, donc on a, si vous voulez, une cartographie des parties prenantes, évaluation répétée, notre premier atelier avec le leadership si vous voulez, de centre de la nutrition avec les consultants, avec ASK, UNICEF, et on a fait donc une évaluation rapide. Et on a passé, si vous voulez, en 2024 pour révision du processus, atelier et également révision des lignes directrices de IMAM, gestion intégrée de la malnutrition aiguë. Et également, dans le deuxième trimestre de 2024, premier atelier a été effectué. On a également un comité de direction qui a été créé, comité de pilotage, et résultat de l'évaluation rapide qui a été présentée et plan qui a été proposé, si vous voulez, pour le processus de révision a été partagé avec le comité. Également, le groupe de travail technique a commencé, si vous voulez, la réévaluation et le processus de révision. Également, on a un groupe technique composé d'experts dans la communauté euh, clinique et technique des services pour la malnutrition. Donc, à partir du trimestre 2 et 3, donc le processus de révision a continué avec beaucoup de consultations au sein du groupe de travail et de nos experts dans la République démocratique populaire du Laos et globalement dans le monde. Et également d'autres ateliers de révision qui ont été effectués, version révisée des lignes directrices de IMAM, gestion intégrée de la malnutrition écrit, également différents diagrammes, flux de diagrammes et de chaînes ont été présentés dans les lignes directrices pour consultation avec le groupe de travail technique, s'il y avait des changements dont on avait besoin pour s'assurer de l'alignement dans les lignes directrices révisées, et également que les lignes directrices cliniques ont été développées. Et si vous voulez, dans le quatrième trimestre, donc si vous voulez, il y avait également un graphique pour s'assurer. euh, et on a et également une configuration, une configuration. Pour- Donc, si vous voulez, on a fait également, on a également une formation des formateurs en chef. Et donc, ça a été conduit en EMM, OPD, le test également des contenus, réviser les lignes directrices, également créer, si vous voulez, les dossiers de formation révisés pour le programme. Et dans dans ce même trimestre, le contenu des lignes directrices IMAM ont été validés par le ministère de la Santé. On a eu une réunion des parties prenantes au mois de mars 2025, trimestre 2, c'est la fin du processus sur la révision des lignes directrices de la gestion intégrée de la malnutrition aiguë. Et donc, dans ces périodes, si vous voulez en envoyer pour finalisation, euh, elle, euh, elle a dit la configuration et ce sera prêt pour la présentation définitive et l'approbation du ministère de la Santé cette semaine, on espère. On va soumettre l'approbation et la lettre d'information au ministère de la Santé. Et c'est le processus du processus de révision et de ligne directrice de IMAM. Prochaine diapositive. Et vu
vu la forte incidence, si vous voulez, du PDR, si vous voulez. Donc, la gestion intégrée de la malnutrition aiguë, si vous voulez, ça inclut l'administration de vitamine B1, calendrier, parce qu'il y a beaucoup, si vous voulez, de cas de déficience qui étaient faux. Donc, on a des modèles, si vous voulez. Donc, c'est très, très, très important d'agir, si vous voulez, dans le cadre de ces lignes directrices révisées de l'imam. Donc, ce que l'enseignement tiré de ce processus de révision, continuer euh, à être présent lors des guides de révision de imam, surtout pour ceux qui ont de l'expérience. Donc, le processus, c'est vraiment la clé du succès pour le processus de révision et la qualité du contenu. Et également, on a vu, on a eu des consultations régulières avec les experts et les parties prenantes clés pour s'assurer de la qualité du processus de révision. Cartographie, cartographie également des services pour la malnutrition. C'est important de s'assurer d'une contextualisation locale lors des résultats définitifs des révisions. Également, engagement de la communauté, euh, sensibilisation, inquiétude par rapport à la santé publique locale pour s'assurer de l'adaptation, adaptation à la ligne directrice également. On a eu des traductions de la version anglaise aux langues locales, que ce soit le laotien ou d'autres langues qui sont parlées dans la communauté. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc voilà, si vous voulez, les lignes directrices IMAM qui a été finalisées. Donc, on a la mesure de IMEM, et c'est donc des lignes directrices nationales, et également OPD et IMOODP. Prochaine diapositive. Donc, Donc, on a prié vraiment, on est très, très, très heureux du soutien de la Fondation Eleanor Hook Foundation pour le réexamen des révisions de nos lignes directrices IMAM, mais on a besoin de soutien supplémentaire pour s'assurer, si vous voulez, qu'on utilise vraiment bien ces lignes directrices révisées, qu'elles soient efficaces. Et dans, si vous voulez, ce programme IMAM, pour qu'il soit également efficace pour prévenir et traiter la malnutrition en République démocratique populaire du Laos. Donc, le ministère de la Santé est toujours engagé dans la mise en œuvre du programme, mais on aura besoin de continuer, on aura besoin de soutien continu et de collaboration, en collaboration avec nos partenaires, notre cher partenaire, dans ces mises en œuvre. Donc, on a, si vous voulez, des défis futurs à relever, comme vous le voyez ici sur ces diapositives. Donc, ce que l'on va faire ensuite, donc, on va, si vous voulez, on va sortir, si vous voulez, ces lignes directrices IMAM dans tout le pays. Euh, et, et si vous voulez, on va, si vous voulez, les déployer. On va revoir le contenu, les contextualiser lorsque l'on déploie cela. Également voir les contributions des communautés locales. Et, et également, on va également si vous voulez, on va compter sur également les dossiers nationaux et les lignes directrices IMAM, et qu'elles soient bien alignées avec les lignes directrices du Laos, et également mise en œuvre interministérielle dans les programmes de nutrition, c'est très important. Collaboration multisectorielle pour améliorer cette nutrition. Donc, on a initié si vous voulez, un travail interministériel euh, pour, si vous voulez, essayer, ministère de l'Éducation, ministère de l'Agriculture, de l'Éducation, du Sport, ministère du Bien-être social, ministère du Service public, du, des travaux publics. Donc, on a donc des interventions liées à la nutrition spécifique, mais on veut être aligné et complémentaire. Donc, le gouvernement et chaque, si vous voulez, ministère veut vraiment rassembler les partenaires ensemble dans notre but commun de prévenir et de traiter la malnutrition. Donc, voilà ma dernière diapositive. Et également, on veut vraiment des interventions collaboratives, collectives dans notre prochain plan. Dernière diapositive, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et je donne
Je donne maintenant la parole au modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, et merci Roderick pour la présentation sur comment vous avez pu, si vous voulez être le leader de cette révision des lignes directrices IMAM au Laos, et ce que vous avez l'intention de faire pour s'assurer que vous déployez ces lignes directrices. Pour ne pas perdre de temps, je voudrais maintenant appeler notre prochain conférencier, présentateur, qui va être, qui vient, qui vient de la République centrafricaine, docteur Mbari, euh, qui va effectuer la prochaine présentation pour rappeler, si vous voulez, tout le monde, si vous voulez maintenant poser des questions à nos présentateurs, nos conférenciers, mettez les questions dans la boîte de questions-réponses, dans la boîte de questions-réponses. Ma collègue va examiner ces questions et les mettra également les mettra, si vous voulez, devant le panel à la fin des présentations. Donc maintenant, je donne la parole au docteur Mbari. Bonjour tout le monde. Je tiens déjà à remercier le cluster global de nous avoir donné cette occasion-là de présenter ce qui a été fait par le pays. Alors, la République centrafricaine a pratiquement terminé le processus puisque au mois de mars, le document a été validé techniquement par les techniciens et puis validé par le ministre de la Santé. Alors, nous allons passer directement à la partie qui nous concernait. Donc, c'était de présenter les leçons tirées à partir des travaux que nous avons faits. Il faut dire que le pays a choisi une approche inclusive et participative en incluant toutes les parties prenantes dès la planification, y compris les différents ministères sectoriels qui ont une influence sur la nutrition, je veux dire, qui ont des activités spécifiques à la nutrition, mais également des activités sensibles à la nutrition. Il y avait également les ONG, les agences du système des Nations Unies, les bailleurs et la société civile. Nous avons utilisé des outils d'analyse pour déterminer les parties prenantes pertinentes qui pouvaient nous accompagner. Je vais parler par là de la cartographie sur le territoire. On a utilisé des matrices de priorisation et de décision systématiques. Et tout ça pour garantir une identification objective des acteurs clés et leur rôle dans tout le processus, tout en favorisant la transparence dans la prise de décision. La prise de décision a toujours été collective pour qu'il n'y ait pas une partie qui soit frustrée. Ensemble, nous avons donc élaboré un plan de travail clair et séquencé dans le temps, avec des jalons flexibles, le tout pour maintenir l'engagement des partenaires, assurer un suivi continu dans le but d'adapter les échéances selon les réalités contextuelles. Nous avons renforcé les capacités des structures nationales en termes de gestion de projet, assuré la coordination multisectorielle avec un leadership technique, le tout pour garantir une appropriation durable du processus. Et tout ça a été documenté dans le but d'avoir un processus documenté de décision pour chaque composante technique. Pour ça, nous nous sommes basés sur les données probants, les retours d'expérience nationaux, les recommandations formulées par l'OMS, et tout ça nous a permis d'avoir des discussions consensuelles lors des travaux de groupe. Nous avons mis en place
un mécanisme clair de validation technique et politique, facilitant l'alignement entre l'expertise terrain, parce que beaucoup de nos partenaires venaient du terrain, avec une confrontation par rapport aux recommandations scientifiques tant de l'OMS que de l'Université de Bangui, et le tout avec en finalité une décision ministérielle. En termes de stratégie opérationnelle et pragmatique, nous avons capitalisé les structures existantes, la mobilisation des relais communautaires, des groupes de maires et agents de santé qui existent déjà dans le pays. Cela nous a permis une réduction des coûts à travers l'utilisation des ressources humaines communautaires qui étaient déjà formées. Et donc, cela nous a permis, comme je viens de le dire, de réduire vraiment les coûts. Nous avons fait un ciblage prioritaire des cas les plus à risque. En effet, au jour d'aujourd'hui, le PAM, qui appuie la malnutrition aiguë modérée, ne va pas sur tout le pays. Il va dans les zones où on a un taux de malnutrition aiguë modérée très élevé. Et donc, ça fait 11 districts sur les 35 qui existent dans le pays. Donc, ensemble, nous avons discuté pour voir prioriser les enfants présentant une malnutrition aiguë modérée pour ne prendre que ceux qui présentent des risques, afin de nous permettre d'aller sur tout le pays. Nous avons également intégré les activités nutritionnelles dans les services courants. On parle de là du programme élargi de vaccination, les consultations prénatales, le suivi de croissance et plusieurs services qui sont connexes avec la nutrition. Alors, les messages clés avaient trait à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, mais également au WASH. Et ça, c'est dès l'admission de l'enfant dans le processus pour sa prise en charge. Et ces messages tendaient à renforcer l'impact des soins avec peu de ressources afin de pouvoir prévenir la survenue d'une malnutrition. Mais également des messages d'éducation nutritionnelle qui sont continus dans tous les services dont nous venons de parler. Nous avons également soutenu une logistique alternative et une coordination renforcée. Je veux parler par là de la recherche de solutions locales, achat local des intrants, mutualisation des partenaires et un suivi de stock en temps réel et ajustement de flux selon les besoins critiques. En effet, aujourd'hui, le pays utilise le DIHS2 et nous avons demandé à cet outil, nous avons demandé à ce que les intrants de gestion dans les UNT ou les UNTA soient également notifiés à travers le DIHS2 afin qu'au niveau des districts, mais également au niveau central, que le suivi du stock se fasse en temps réel. Donc, en gros, nous avons essayé de répondre à la partie 3, mais également à la partie 5 de ce qui nous avait été demandé. Sur ce, je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup, docteur, pour avoir partagé l'expérience de la République centrafricaine. Donc, comme je l'avais dit au début de notre webinaire, la République centrafricaine fait partie des 7 pays où Action contre la faim, avec le soutien de la fondation Helena Crook, donc aidait dans la mise à jour de la ligne directrice CIMAM, Action intégrée de la malnutrition aiguë. Et ce qu'ils ont partagé, si vous voulez, c'est leur expérience et les enseignements tirés qui ont émergé de l'ensemble du processus de révision. Donc, simplement pour vous rappeler de nouveau, mettez bien les questions dans la boîte de questions-réponses. Mettez bien les questions
dans la boîte de questions-réponses. C'est bon, le temps passe, l'horloge tourne, donc on va passer à la présentation de Tanzanie. Donc, nous avons Peter Kaswahili de la Tanzanie qui va nous donner leur expérience dans le processus de réexamen. Et également, ils vont également aller un peu en détail et regarder les recommandations spécifiques qu'ils ont adaptées et contextualisées au contexte de Tanzanie et, et expliquer donc, allez, l'influence des décisions et pourquoi ils ont donné la priorité, certaines recommandations particulières dans leur ligne directrice nationale. Peter Kaswahili, maintenant, vous avez la parole. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Peter Kaswahili, je suis un expert de chevronné en santé publique et en nutrition. Je travaille avec le ministère de la Santé. Et avant, si vous voulez, de passer à ce qui a été adapté en tant que pays, je voudrais déjà reconnaître la composition de notre comité consultatif technique. Notre comité était composé de représentants de l'UNICEF, de l'OMS et également du PAM, euh, de la Croix-Rouge, euh, des représentants de la World Division et des représentants du ministère de la Santé, de la Formation, également des représentants du gouvernement local, du bureau présidentiel, et également du centre de nutrition de Tanzanie, également des représentants euh, 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 de, du centre nutritionnel et également des officiers de la nutrition, des représentants également de Zonostos, de Imimberi, d'Odoma, de différentes zones et de Singidas, différentes zones du pays, des représentants d'organisations de recherche comme à Sankara, de Ifakara, des universitaires, et également d'universités de Ndondoma et de Mili. Donc c'était vraiment inclusif. Donc les expériences qu'on va vous faire partager, c'est vraiment tous ceux, si vous voulez, qui gèrent l'émaciation de notre pays étaient présents. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que l'on a adapté en tant que pays. Et l'accent a été mis sur différentes catégories, différencier chaque catégorie. Donc si vous voulez, donc si vous voulez, euh, de développement et de croissance. Donc on a adopté, si vous voulez, les recommandations suivantes. Donc l'enfant, donc émaciation d'enfants de moins de 6 mois ou à risque de mauvaise croissance, développement. Donc on a les caractéristiques. Donc si vous voulez, comment on adapte les caractéristiques étrangères. Et également les enfants qui sont admis, si vous voulez, en tant que également les problèmes, les enfants qui ont des conditions graves qui associées également, mais des problèmes dont l'enfant n'a pas besoin d'être hospitalisé en tant que patient à l'hôpital, mais où on pense qu'il y aura peut-être des complications du VIH, euh, également soins sur le long terme ou suivi, également statut nutritionnel. euh, Également, il y a des handicaps physiques lorsque l'enfant n'arrive pas bien à prendre le sein maternel. Également,
lorsqu'il y a un refus médical également. Donc critères anthropométriques, liste de critères comme ils apparaissent ici sur la diapositive. Donc si vous voulez, donc également, dans la même catégorie d'enfants, on a adopté également les bonnes recommandations du PAM. Donc, les enfants, si vous voulez, qui ont moins de 6 mois, risquent de mauvaise croissance et de développement, également qui doivent être hospitalisés et qui doivent être transférés. Patients hospitalisés qui vont être en ambulatoire. Et donc, un enfant qui a moins de 6 mois ou qui a un œdème nutritionnel ou une sévère émaciation, ou si vous voulez, les enfants hospitalisés qui devraient être nourris au sein. Et également, si vous voulez, les donneurs de soins femmes devraient être soutenus également. Également, une autre catégorie chez la gestion des enfants de 6 à 59 mois qui ont des œdèmes nutritionnels. Donc, les recommandations suivantes ont été adoptées. Donc, les enfants qui ont entre 6 et 50 et 59 mois ou qui ont une émaciation sévère ou un œdème nutritionnel, si vous voulez, qui ont les caractéristiques suivantes, doivent être vérifiés, qui doivent être hospitalisés, par exemple, problèmes aigus, euh, IMCI ou problèmes médicaux sévères, œdème nutritionnel sévère, pas d'appétit. On a le test d'appétit. L'autre, si vous voulez, c'est un enfant de 6 à 9 mois qui ont une émaciation sévère ou un œdème nutritionnel. Est-ce qu'ils peuvent être admis, si vous voulez, en tant qu'hospitalisés de 24 à 48 heures avant le transfert? Pardon. Ah, est-ce que vous pouvez changer? On ne voit pas vos diapositives en même temps que vous parlez. Est-ce que vous pouvez avancer vos diapositives parce qu'on ne les voit pas en même temps que vous parlez? Merci. Je vais demander aux organisateurs de partager les diapositives pour que vous puissiez tous voir. Oui, donnez-moi une minute, je vais le faire. Bon, ça y est, on peut commencer. Donc, dans la version ancienne, on va aller à la recommandation B. Je crois que c'était déjà de recommandation B. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Donc, j'en étais là. Donc, j'étais sur B3. Une autre recommandation qu'on a adoptée, c'est les enfants. euh, B3, s'il vous plaît. Donc, je me répète, là, je vous ai déjà présenté cela. Donc, je continue. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, une autre recommandation, c'est les enfants de 6 à 59 mois qui ont une émaciation sévère ou un œdème nutritionnel ou et qui ont été admis, qui ont été hospitalisés et qui sont maintenant en ambulatoire. Euh, donc, on a adopté les recommandations EDC parce que c'est aligné avec notre contexte. Et une autre recommandation, si vous voulez, par rapport à la gestion des enfants de 6 à 9 mois avec de l'émaciation ou un œdème nutritionnel. euh, ou les enfants de 6 à 59 mois qui sont déshydratés ou émaciation sévère ou œdème
nutritionnels, mais qui ne sont pas en choc, si vous voulez. Donc, si vous voulez, on met du fluide, c'est la solution, si vous voulez, fluide. Lorsque le liquide n'est pas euh, euh, disponible, il y a d'autres solutions qui peuvent être utilisées également. Auris est maintenant disponible également dans notre contexte, quand c'est possible, évidemment, dans notre contexte. Une autre recommandation qu'on a adoptée, c'est les enfants qui ont 6 à 59 mois avec, si vous voulez, émaciation sévère ou œdème nutritionnel qui se sont en ambulatoire, qui peuvent, si vous voulez, utiliser euh, l'alimentation prête à l'emploi. Donc, si vous voulez, 185 calories par jour avec euh, une récupération anthropométrique et résolution de l'œdème nutritionnel. Ou alors un enfant qui n'a plus de malnutrition sévère, d'émaciation sévère et qui n'a plus d'œdème nutritionnel, et la quantité peut être réduite à 100-150, si vous voulez, calories par kilo par jour jusqu'à ce qu'il y ait une récupération anthropométrique. Donc un obdé- Mais les enfants, si vous voulez, qui ont... Oui, mais pour les enfants avec un œdème nutritionnel, tous les enfants qui ont un œdème nutritionnel devraient avoir, si vous voulez, des soins thérapeutiques hospitalisés. Et basés, si vous voulez, sur les besoins énergétiques. Et la cible, c'est de prendre 5 à 10 kilos par jour et une prise de 158-183 calories par jour par kilo a été montrée suffisante. Donc cette gamme, ça soutient, si vous voulez, la récupération, mais ça optimise également le RUTF et également les ressources. Euh, Ça nous garde des ressources pour les enfants qui en ont besoin. Prochaine diapositive. Une autre recommandation qu'on a adoptée, c'est la gestion des enfants de 6 à 9 mois qui ont, si vous voulez, de l'émaciation à un œdème nutritionnel. Donc, évaluation, classification et gestion et le signalement de l'enfant de 6 à 59 mois d'âge avec qui ont de l'émaciation, qui ont un œdème nutritionnel. Ça peut être effectué par des travailleurs de la communauté, travailleurs de la santé communautaire, du moment qu'ils ont une bonne évidemment, qui sont supervisés régulièrement, qu'ils ont une bonne formation et que leur travail est intégré dans dans le fournissage de services. Euh, et si vous voulez, ça s'aligne avec la politique de programme de santé basée dans la communauté nationale et avec également l'infiltrage. Prochaine diapositive. Une autre recommandation que l'on a adoptée dans les contextes où il y a un œdème nutritionnel et de l'émaciation, donc les poudres de multiples micronutritions ne doivent pas être données à des enfants entre 6 et 23 mois d'âge euh, dans, dans le besoin spécifique, pour répondre aux besoins spécifiques d'émaciation et d'œdème nutritionnel. Oui, on a adopté cette recommandation, mais on sait si vous voulez, donc, c'est recommandé, si vous voulez, c'est recommandé pour lorsqu'on a un manque de fer et c'est recommandé pour les enfants en Tanzanie où il y a, si vous voulez, le fardeau de l'anémie et qu'il y a beaucoup également de malaria, de paludisme. Le MNP, c'est pas efficace pour pour empêcher l'émaciation et que ce fardeau soit moins lourd. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Par rapport à l'adoption, donc voilà. Donc là, si vous voulez, déployer les lignes directrices, les stratégies pour déployer les lignes directrices vu les contraintes financières. Donc, si vous voulez, dans ce contexte, on a donc eu différentes stratégies. La première, si vous voulez, on sait que le gouvernement est toujours engagé à livrer, délivrer les services de santé essentiels, y compris les services de nutrition. C'est une priorité nationale. Deuxième chose, influencer les programmes de nutrition et de santé suivis pour mettre à jour les lignes directrices qui seront intégrées dans des systèmes de prestations de services de routine
pour la durabilité et que ce soit également rentable. Le ministère également de la Santé a commencé à déployer des phases comme dans les régions qui ont un lourd fardeau pour permettre, si vous voulez, des ressources qui seront disponibles et la mise à échelle qui soit gérable. Également influencer le travail, influencer également la formation. Prochaine diapositive. Donc, si vous voulez, également, si vous voulez influencer les partenaires de nutrition à s'aligner aux ressources existantes et les interventions qui sont déployées par rapport aux lignes directrices mises à jour. Le ministère de la Santé également, en collaboration avec Plorag, va s'assurer que chaque budget d'installation de la santé publique pour la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices également euh, partager les évaluations de capacité et être prêt avec les systèmes de santé, cartographie des résultats et des partenaires de nutrition clés pour l'opérationnalisation des LGA. Populariser les lignes directrices mises à jour pour les partenaires en développement, le soutien des partenaires en développement. Prochaine diapositive. Et donc voilà la fin de notre présentation. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup, Peter, pour cette présentation sur l'adaptation qui ont été effectuées en Tanzanie. Et donc, je sais qu'il y a un nombre de questions et je voudrais demander à nos présentateurs et à notre panel. Maintenant, j'aimerais, si vous voulez, j'aimerais ouvrir le webinaire à ces personnes. Donc, ma collègue regardait la question des questions et réponses. Pardon, ma collègue regardait la boîte des questions et réponses. Donc, partagez les questions qui sont là pour nos conférenciers, pour nos présentateurs, s'il vous plaît. La première question, c'est lié à la prévention de la malnutrition. Donc, on commence déjà avec les femmes enceintes. Qu'est-ce qui est fait pour la prévention de la malnutrition dans les femmes enceintes? Il y a une réponse qui a été donnée, mais si vous avez d'autres choses, vous voulez que je réponde davantage? Oui, oui, oui. Donc, si vous voulez. Donc, si vous voulez, on a des nouvelles lignes directrices révisées, si vous voulez. On ne se focalise pas que de 6 mois à 59 mois, mais on se focalise sur moins de 6 mois, les enfants de moins de 6 mois et les femmes enceintes, les mères enceintes. Donc, on a commencé, si vous voulez, l'intervention pour la prévention, dès que la femme a conçu l'enfant. Donc, prévention de la malnutrition, ça commence dès que la femme a conçu l'enfant, dès que l'enfant est conçu et quand elle est enceinte. Donc, c'est déjà inclus. Donc, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à cette réponse, levez la main et posez vos questions. La deuxième chose, allez-y. De nouveau, je voudrais remercier donc la Fondation Helena Cook et également les représentants de l'UNICEF et les collègues qui ont donné un très très bon soutien lors de nos révisions, de la révision de nos lignes directrices gestion intégrée de la malnutrition écrit imam en République démocratique populaire du Laos. Donc on a des réponses à la présentation de Rodrigue, mais je voudrais ajouter, on doit travailler beaucoup plus sur le filtrage, si vous voulez, le dépistage de l'imam dans la communauté et avoir un traceur, c'est crucial. On veut avoir des collectes de données, donc des données fiables de la communauté, des informations dans les zones reculées, et c'est vraiment la manière d'avancer pour nous. Et c'est également pour faire des efforts, si vous voulez, pour le déployer, nos lignes directrices d'imam. C'est vraiment essayer la mise en œuvre et les services intégrés au niveau de la communauté. Par exemple, dans les centres de santé, également
la qualité de nos services imams et les traitements imams, on doit travailler également là-dessus avec le département, si vous voulez, des soins de santé et de réhabilitation. Euh, également, si vous voulez, également essayer d'avoir des fonds nationaux intégrés plus élevés, également dans les soins de santé primaires, également. Mais je pose, si vous voulez, la question et les commentaires. Pour les pays africains, c'est ma question. Est-ce que vous avez de l'expérience euh, de, de leçons tirées, si vous voulez, de imam, si vous voulez, dans la force de travail dans votre pays? Si c'est le cas, partagez. Merci. Et la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des mises à jour sur comment gérer, si vous voulez, les données cliniques imam au niveau des installations de santé, au niveau de la communauté? Oui, j'ai déjà répondu à ça dans la question-réponse. Mais de nouveau, pour réitérer, dans notre ligne directrice IMAM, si vous voulez. Donc, si vous voulez, on enregistre et on signale la section dans la formation. C'est inclus dans les lignes directrices. Donc, tout le monde que l'on forme, tout le monde que l'on forme, donc programme de formation IPD, ODP ou de la communauté, si vous voulez, ils ont un signalement et un enregistrement. Donc, le système d'enregistrement et de signalement dans le pays est expliqué. On les forme, comment utiliser les différents outils. C'est basé sur c'est sur papier, c'est en ligne, on a un système de signalement. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le traceur imam. C'est la manière de signaler, si vous voulez, les enfants, les personnes qui sont identifiées en tant que SAM, si vous voulez, en tant que malnutrition sévère aiguë. Donc, si vous voulez, voilà. Et on réunit également des données des villageois, de districts, système, centres de santé de districts de province au niveau central également. Également, évidemment, il faut s'améliorer parce que des fois, on n'a pas les données qui arrivent à temps. Ou également, des fois, l'exactitude des données n'est pas toujours là. Donc, on doit s'améliorer là-dessus. Également, les données sont utilisées et analysées pour nous informer par rapport à notre planification en cours de programme également, que ce soit adapté à notre programme, basé sur notre programme, adapté à notre programme par rapport à toutes les installations de santé dans tout le pays. Donc, c'est intégré dans notre programme complet de gestion intégrée de la malnutrition aiguë. Et la troisième question, c'est donc le processus de révision a pris presque 1 an. Comment vous suivez les progrès? Quels ajustements vous avez fait également dans votre planification de travail? Et également, quelles sont les lignes directrices et les nationales et les politiques qui vont être affectées, et quelles ont été les mises à jour, et quel est le rôle des universitaires dans ce processus de réexamen? Beaucoup de questions, donc je vais commencer avec la première question. Donc le processus de révision a pris 1 an. On espérait le faire dans quelques mois, donc 8 à 10 mois. Mais comme j'ai mentionné, il y a eu des défis à relever, surtout pour la République démocratique du populaire du Laos, de traduction d'anglais au Laos, de Lao à l'anglais. Donc, si vous voulez, également, donc, si vous voulez, dans notre plan de travail, également, euh, on fait des progrès, évidemment, dans notre processus de réexamen, de révision également. Donc, une approche également, si vous voulez, on a essayé de s'engager donc, comme le docteur Kett l'a présenté dans sa présentation, on essayait d'avoir vraiment une démarche interministérielle. C'est vraiment ce qu'on essaie d'avoir, une approche, une démarche interministérielle. On essaie d'avoir des lignes directrices révisées. Donc, on a le ministère de l'Agriculture, ministère de la Sécurité alimentaire, ministère de l'Éducation, ministère des Sports, ministère du Bien-être social. Et tous doivent être impliqués dans la programmation de la nutrition, dans toutes, si vous voulez, donc, si vous voulez, pour le ministère de la Santé, ce n'est pas juste un problème de santé. C'est vraiment un sujet pour tous les ministères qui sont impliqués et qui peut affecter, si vous voulez, tous les programmes qui sont liés à la programmation de la nutrition. Et la matinière, si vous voulez, dont on a, si vous voulez, ces lignes directrices nationales, on a, si vous voulez, de nouveau, on a les politiques qui sont intégrées et qui changent. Et on essaye vraiment de s'engager avec les universitaires. On a, donc, l'Université nationale du Laos
également le collège des sciences de la santé, et également l'université des sciences de la santé, l'association des pédiatres du Laos également, et sont en charge de tout ce qui est universitaire, ils sont impliqués dans tout ce processus. Donc, toutes nos lignes directrices de imam, si vous voulez, nos lignes directrices cliniques pour la médecine de pédiatrie, si vous voulez, tout ce qui, si vous voulez, tout ce qui, si vous voulez, parle à ces professionnels, euh, à ces experts. Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction parce il y a quelques années, la nutrition, surtout si vous voulez, l'imam au, au Laos, si vous voulez, ça avait été souligné comme priorité nationale et c'était un programme national partagé, si vous voulez, avec le Premier ministre adjoint et avec 4 autres ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation et des Sports, ministère de l'Agriculture. Et donc, tous ces ministères sectoriels étaient impliqués, si vous voulez. Maintenant, si vous voulez, comme Rodrigue l'a mentionné, on doit, si vous voulez, souligner cette politique. Parce qu'on a différents ministères sectoriels, si vous voulez. Mais ils vont travailler ensemble pour minimiser la malnutrition, surtout, si vous voulez, imam. Imam, si vous voulez. Dans les communautés rurales, on a un très, très haut taux de la République démocratique populaire du Laos. Donc, si vous voulez, on veut travailler plus, si vous voulez, sur l'éducation, pré-enquête, sur l'éducation. Donc, on a des versions révisées. Il y aura donc des lignes directrices qui vont être revues. Et également, les collèges, les universités, l'université de sciences de la santé. Et donc, un plan est déployé dans tout le pays en entier. Et c'est quelque chose que l'on verra. Comment est-ce qu'on peut intégrer cela. Comment on peut intégrer, par exemple, le curriculum dans la faculté d'agriculteur, pardon, comment on peut dérouler ce curriculum dans la faculté d'agriculture et de la forêt, de la sylviculture, également. Collaboration multisectorielle, évidemment, on doit étendre notre opportunité après qu'est terminée la crise Covid. Donc, si vous voulez, voilà notre démarche. Donc, si vous laissez, on a une fenêtre d'opportunité pour être beaucoup plus collaboratif et multisectoriel. Donc, voilà. Donc, les lignes directrices IMAM, si vous voulez, le résultat, si vous voulez, veut vraiment montrer l'engagement du gouvernement. Donc, si vous voulez. On va vraiment intégrer, si vous voulez, cela dans la force de travail des soins de santé primaires du Laos, de la République démocratique et populaire du Laos. C'est vraiment en l'engagement communautaire, vraiment, si vous voulez, également remettre à l'échelle la nutrition dans la communauté et vraiment, si vous voulez, docteur Ejika, je vois et également s'approprier cela. Euh, est-ce, docteur, est-ce que vous voulez prendre la parole? S'il y a des commentaires additionnels supplémentaires de la part de collègues en Tanzanie ou en République centrafricaine sur la même question, excusez-moi. Oui, allez-y. Je crois que c'est une bonne question. Dans, il y a dans la boîte de questions-réponses, il y a une très très bonne question. Quelle est la cause des implications pour le réexamen de la ligne directrice de l'imam? Non, si quelqu'un, c'est une question difficile. Donc continuez si vous voulez à commenter là-dessus. Collègue de Tanzanie ou de la République centrafricaine, si vous voulez prendre la parole. Oui, donc c'est Peter Kaswahili de Tanzanie. Pour nous, si vous voulez, ce processus a pris à peu près un an. Et il y avait également des réflexions collectives. Le coût, c'est 95,95 ou à peu près 95 000, 95 000, si vous voulez, dollars américains
et encore, je ne parlais pas du processus d'imprimer, donc c'est quand même, ça coûte cher. OK. Monsieur Baquédé. Oui, pour répondre à la question par rapport à la durée du processus, nous avons fait 18 mois. Initialement, c'était prévu 12 mois, mais nous avons dépassé pour atteindre 18 mois. Mais c'était seulement dû aux différents calendriers qui ne correspondaient pas et aussi à la difficulté de pouvoir réunir tous les acteurs clés lorsque nous étions dans le besoin. Donc, c'est ça qui a fait que nous avons pris la moitié d'un mois, d'une année en plus. Maintenant, pour le coup, je n'ai pas les documents sur moi. Je vais fouiller et peut-être revenir vers vous avec le montant. Mais puisque j'ai la parole, je voudrais poser une question que j'ai posée également aux collègues du Laos. C'est que dans ce contexte où les ressources sont en train de diminuer, notre pays va avoir des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement des ATPE, les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Alors, je voudrais demander à tous ceux qui nous écoutent quelle a été leur expérience, qu'est-ce que eux ils ont préconisé, puisque je suppose qu'ils sont tous également dans ce contexte de coûts de ressources amoindris. Donc, voilà les questions que la République centrafricaine a posées. Merci beaucoup, Peter, de Tanzanie pour votre présentation détaillée. Donc, comment est-ce que vous avez l'intention de déployer la gestion de l'émaciation et des l'œdème nutritionnel par les travailleurs communautaires de la santé? Donc, augmenter par exemple le salaire ou donner, si vous voulez, des suppléments à imam ou d'aliments prêts à utiliser, par exemple. Également, pour gérer les enfants qui sont victimes d'émaciation, également d'œdème nutritionnel. Aliments prêts à l'utilisation ou bon, qu'est-ce qu'on... Donc, docteur, pour l'instant, si vous voulez, on change la démarche. Si vous voulez, donc, les travailleurs communautaires vous voulez, sont formés pendant 6 mois dans un enseignement, dans un enseignement supérieur de formation. Et donc, si vous voulez, ils ont un trai- ils ont, ils ont des activités également actives d'intervention au niveau de la communauté. Maintenant, par rapport à la gestion de l'émaciation, on n'a pas encore commencé parce que, si vous voulez, on a commencé un groupe, un lot de la communauté et on espère les atteindre, mais on sera équipé d'outils qui seront beaucoup plus précis, des des conseils, des planches de conseils pour identifier de très tôt, précocement, les enfants qui ont des problèmes d'émaciation et pour les envoyer auprès des installations au niveau de la communauté, mais également. Mais pour l'instant, l'émaciation, on la gère depuis ces installations. C'est des hôpitaux et c'est des centres de santé pour l'instant. C'est là qu'on gère ça. Les prochaines questions. Donc, si vous voulez, une ligne directrice opérationnelle va être bientôt lancée par l'OMS. Est-ce que vous allez considérer le document? Est-ce que ce document va de nouveau être révisé? Et, et- et donc, quand est-ce que vos lignes directrices par rapport à ce document sera lancée? En fait, on pense que ça, on va lancer, si vous voulez, les lignes directrices à la fin du mois de juillet. Et on pense, chaque partenaire, on espère qu'ils seront avec nous pour voir comment on peut participer entièrement, complètement, pour, si vous voulez, pour avoir des ressources, trier les ressources, pour utiliser les lignes directrices.
Parce que si vous voulez lancer, c'est une chose, mais l'opérationnalisation des lignes directrices, lancer les lignes directrices et l'opérationnalisation des lignes directrices, c'est autre chose, hein. C'est un autre thème. Et si vous voulez, chaque partenaire clé, si vous voulez, on essaie vraiment de les sensibiliser et on espère vraiment que chaque ligne directrice a été lancée. Donc, on va maintenant avoir, si vous voulez, des ressources pour s'assurer que la ligne directrice devient opérationnelle, surtout dans notre, dans nos communautés, dans nos communautés. Merci. Merci. D'autres commentaires additionnels de la part de collègues? Également de la part de nos collègues du Laos, de la République centrafricaine ou de nos collègues de la République démocratique populaire du Laos? Ok. Prochaine question de Everline. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont choisi de tester, si vous voulez, des recommandations nouvelles et de les pilotes pour des raisons différentes, pour évaluer, par exemple, les besoins de ressources, également le fait que la mise en œuvre, si vous voulez, que c'était l'aspect pratique, pour l'aspect pratique de la mise en œuvre. Comment, si vous voulez, comment on fait par rapport, comment votre pays évalue les besoins en ressources et la faisabilité de la mise en œuvre? Donc, je crois que j'ai répondu partiellement en ce qui concerne pour s'assurer que nos pays peuvent fournir les ressources, euh, les exigences. Au début du processus, on a fait des évaluations rapides et donc on a fait également des consultations parmi différentes parties prenantes et comment, avec le soutien et des consultants de Action contre la faim au Royaume-Uni. Diana Yara interviewait également des personnes clés qui étaient déjà prestataires de services et voir si on pouvait, si vous voulez, mettre en œuvre, si vous voulez, ces innovations dans ces nouvelles lignes directrices révisées. Donc, on faisait, si vous voulez, on avait un scénario. Bon, si vous faites ça, quelles seront les exigences en ressources? Que- euh, comment, à quel point c'est faisable? Surtout, quelle est la faisabilité? Surtout, si vous voulez, les enfants de moins de 6 mois qui sont évalués par rapport à la croissance et le développement pour augmenter nos admissions au programme, pour l'imam, par exemple. Euh, est-ce que nos installations pourront gérer, si vous voulez, cet influx de plus de patients? Donc, on a demandé différents hôpitaux, différentes installations. Ce qui dirait, est-ce qu'ils seraient prêts à adapter plus, à accepter plus de patients, prêts à prendre soin de plus de patients, même s'ils sont pas mal nourris, mais si vous voulez, s'il y a une mauvaise croissance dans leur développement. Parce que c'est évidemment, la charge de travail est plus importante pour eux. Ils auraient besoin de plus de personnel, de plus d'équipements, de plus d'approvisionnement, de fournitures. Donc, il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu beaucoup. Donc, on essaye de faire attention donc, dans ce qu'on met dans les lignes directrices, parce que une fois, si vous voulez que ces lignes directrices soient approuvées par le ministère de la Santé, il faut les mettre en œuvre. Si vous vous assurez évidemment que ça peut être géré par le ministère de la Santé, que notre ministère de la Santé, enfin, qu'ils sont prêts à accepter cette augmentation de flux, de charge de travail, d'afflux de patients, d'activités qui vont être effectuées par nos partenaires en santé. Donc, je dirais, une, euh, il y a également eu, si vous voulez, des études de faisabilité qui ont été, ça a été fait, ça n'a pas été fait officiellement en tant qu'étude, mais ça a été fait. On a regardé quand même la visibilité avec les consultations, voir si c'était possible. Également des commentaires de la part de la Tanzanie à ce qui a été dit. Est-ce que quelqu'un a fait des études de faisabilité, euh, évaluation de compétences, si vous voulez en parler? Daoudi, ou si quelqu'un de la Tanzanie veut parler de cela.
Merci beaucoup et les autres conférenciers. Donc maintenant, si vous voulez, je vais parler au nom de mon président. Donc l'étude de faisabilité. Avant de lancer l'évaluation du processus de révision, si vous voulez, si vous voulez, on a fait une étude documentaire. On a fait une étude documentaire, le contexte local, ce qui peut être adapté. Le ministère également, si vous voulez, a réuni également les écarts, également les opportunités pour, si vous voulez, avoir une influence sur toute cette ligne directrice. Donc le gouvernement, si vous voulez, a investi là-dedans. Et par exemple, pour, si vous voulez, pour la fourniture des, des produits, si vous voulez, c'est le ministère des Affaires TFNC. Donc, on a développé un produit local sur la gestion de l'émanciation et on est presque à la dernière étape. Et donc, donc, ça va être mis en action et on aura, si vous voulez, un produit local là-dessus. Donc, donc, si vous voulez, donc ça va être et par rapport, si vous voulez, au personnel, le ministère de la Santé, bien sûr, en collaboration avec le président, qui, qui, si vous voulez, et les autorités locales et le président, qui également qui supervise tout, si vous voulez. On aura, si vous voulez, on va voir comment. Donc, si vous voulez, le nouveau développement de la ligne directrice, c'est juste une addition de 2018. Et par rapport à la première question, l'OMS, si vous voulez, va lancer une nouvelle stratégie opérationnelle. Et si on peut peut-être, donc si vous voulez. Donc quand on a commencé le processus de révision, on a inclus tous les changements requis. Et c'est là que M. Kaswahili présentait. La présentation était très, 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 très complète du niveau primaire au niveau national. Il y avait et toutes les installations. Donc, il n'y a pas de changement majeur. Et si c'est nécessaire, on verra comment, on verra si on doit mettre en œuvre une mise à jour de notre routine normale. Donc, si vous voulez, ça, c'est les discussions que l'on avait lors du comité consultatif technique. Merci. Je vous redonne la parole. Des retours, des commentaires de la part de la République centrafricaine par rapport à la même question? Sinon, la prochaine question, c'est lié à la gestion des patients ambulatoires, la gestion des patients ambulatoires par rapport à l'émaciation. Il y a toujours des défis à relever à cause, si vous voulez, de la disponibilité limitée ou le manque de disponibilité. Et donc, si vous voulez, comment on fait par rapport à ce défi, pour relever ce défi dans ces nouvelles lignes directrices? Quelles sont les expériences, si vous voulez, pour relever ces défis médicalement? Comment est-ce que l'on fait pour déployer cette ligne directrice? Comment on répond? Comment, comment on fait, si vous voulez? Comment comptabiliser, si vous voulez, quand on a un manque de fourniture? La possibilité qu'il y aurait peut-être un manque de fourniture, une pénurie. Comment on fait? Est-ce que vous avez des retours à donner? Équipe du Laos ou de Tanzanie? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ça, c'est un défi long terme. C'est un défi, si vous voulez, continu en termes de disponibilité, de durabilité, de disponibilité pour l'UNICEF, si vous voulez. Au Laos en particulier, je ne sais pas dans d'autres pays, mais on a vraiment du mal, si vous voulez, au Laos avec nos fournitures.
et on essaie d'utiliser, si vous voulez, le petit stock que l'on a, on essaie vraiment de bien, bien, bien l'utiliser dans le reste du pays. On s'assure, si vous voulez, que chaque sachet, si vous voulez, va aux installations de santé, là où on en a besoin, et que c'est donné aux enfants qui en ont besoin. Euh, IUTF, si vous voulez, on n'utilise pas pour les enfants, on l'utilise surtout pour les enfants dans notre contexte. Et également, on travaille sur un différent projet, sur, si vous voulez, sur la fourniture. On travaille avec nos partenaires locaux. On travaille avec des usines locales au Laos ici pour produire, si vous voulez des RUTF qui sont produits localement au Laos pour deux raisons. Déjà, si c'est fait avec des ingrédients du Laos, donc le goût sera plus proche, si vous voulez. Ce sera plus près des papilles de nos enfants parce que c'est produit localement. Également des questions économiques, évidemment. Si c'est produit localement, de produits locaux, ce sera beaucoup moins cher, si vous voulez, par rapport, comparé à quelque chose qui sera importé. Mais c'est toujours, si vous voulez, mais c'est toujours, si vous voulez, en cours. Donc, si vous voulez, on fait ça depuis septembre l'année dernière. Il faudrait qu'on ait une étude d'efficacité pour s'assurer que c'est bon, que c'est bon pour les enfants, que s'ils sont en sécurité et que ça a la même efficacité que ce qu'on utilise maintenant en RUTF pour le pays. Donc, si vous voulez, plutôt que ces aliments prêts à utilisation, Donc, pour répondre aux besoins de euh, pour répondre, si vous voulez, au fait que nos stocks sont limités et par rapport à la durabilité. Donc, Elisabeth, allez-y. Je veux simplement parler de ce dont tu as parlé, si vous voulez, de l'étude de faisabilité et les produits. Donc, si vous voulez, c'est donc les aliments thérapeutiques prêts à l'utilisation. C'est également fait, c'est fabriqué en Tanzanie. Et comment on va déployer ça dans les communautés? Si vous voulez, enfin, si vous voulez, la plupart de ces produits, si vous voulez, ont ciblé la prévention et le traitement de MAM, si vous voulez. Donc, on avait besoin d'efforts également, mais également, si vous voulez, la possibilité de produire, si vous voulez, l'aliment thérapeutique prêt à l'utilisation, les produire dans le pays pour qu'on ait les choses en place, si vous voulez, si vous voulez qu'on puisse, si vous voulez, surmonter le fait qu'il y a une pénurie de fournitures. Ouvrez votre micro. Si vous par... Parce qu'on ne vous entend pas. Si votre micro est ouvert, on ne vous entend pas. Donc, l'autre question, c'est merci de vos présentations très, très, très intéressantes. C'est une question pour tous. Un, euh, est-ce que vous avez un retour de bâton de la part de réactions hostiles, de la part des communautés, du gouvernement local, fédéral, d'État, lors du processus de révision? Également, quand vous savez, si vous voulez, quand vous avez une pénurie, si vous voulez, pour les collègues de la République démocratique du Laos, comment ça se fait, les 45% de l'initiation précoce au sein maternel, quelle est la raison de ça? Alors, vous avez répondu à la question, mais si vous pouvez, oui, bien sûr. C'est surtout les 45%, si vous voulez, d'initiation précoce du sein maternel. Si vous voulez, les pratiques de sein maternel dans un pays comme le Laos, si vous voulez, si vous voulez,
c'est 50% exclusif, si vous voulez, pour les enfants de moins de 6 mois. C'est exclusivement ça, 50% d'allaitement maternel, si vous voulez. Mais donc, si vous voulez, on a besoin de pousser et d'améliorer pour s'assurer que toutes les mères, l'ensemble des mères, donnent l'allaitement maternel, le sein maternel aux enfants. Donc, de nouveau, si vous voulez, donc, donc parallèlement, on met en place un programme d'allaitement maternel qu'on met en place par rapport à IMAM. On essaie également de former beaucoup de plaidoyers pour l'allaitement maternel dans le pays. Si vous voulez, dans tous nos travailleurs de santé, dans nos installations de santé, il y en a 87 dans tout le Laos qui travaillent pour améliorer l'allaitement maternel. Et également que les mères, si vous voulez, qui donnent naissance au bébé dans des installations de santé, qu'elles fassent l'allaitement maternel également dans le village. Et on a d'ailleurs l'intention d'avoir davantage d'interventions. D'ailleurs, on est en train d'avoir un calendrier pour s'assurer, si vous voulec, que les programmes de l'INC et KMC, par rapport aux nouveau-nés et les mères, si vous voulez, sont vraiment soulignés dans notre programmation. Et donc oui, c'est difficile, si vous voulez. Quel est, quel est le facteur comment ça se fait que, si vous voulez, quel est le facteur qui contribue, qui fait qu'il y a, au Laos, qu'on n'ait pas beaucoup d'allaitement maternel? On a besoin de plus de recherches là-dessus, mais il y a des pratiques culturelles et des pratiques également nocives qu'on a observées lors, si vous voulez, de notre supervision de soutien aux communautés rurales, surtout dans nos groupes ethniques, dans certains groupes ethniques. Donc, l'allaitement maternel, si vous voulez, beaucoup de femmes, si vous voulez. Il y a beaucoup de femmes, si vous voulez. Un jour ou 2 jours après avoir donné naissance à un enfant, il y a beaucoup de femmes, si vous voulez, qui donnent leur bébé à leur belle-mère. Elles retournent cultiver leur champ. Donc, c'est la majorité de l'observation sur le terrain qu'on a vu, si vous voulez, qu'on a vu lors de l'engagement avec les communautés. Elles retournent cultiver 2 jours après avoir donné naissance et donnent l'enfant à la belle-mère. Donc, si vous voulez, et si vous voulez, donc, si vous voulez, il y a des pratiques culturelles. Quelquefois, on pense que les femmes si vous voulez, si vous voulez, on pense que les femmes, si vous voulez, elles doivent être disponibles pour le mari, pas pour l'enfant. Donc ça nous inquiète beaucoup. Mais qu'une fois que les femmes ont donné naissance, elles doivent être disponibles pour le mari, pas pour les enfants. Et donc peu d'allaitement maternel. Donc si vous voulez, pour que l'homme puisse, que la femme puisse être disponible pour l'homme. Donc si vous voulez, on n'a pas de données concrètes, si vous voulez, du Laos, mais on a quand même des enquêtes d'indicateurs sociaux. Mais on sait que on a des communautés rurales et urbaines dans différentes proportions, évidemment. Il y a différentes proportions dans l'allaitement exclusif maternel. Donc, mais je veux en apprendre plus par rapport à cela. Donc, c'est mon commentaire. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Donc, merci beaucoup, Edounia, pour avoir animé cette séance. Maintenant, on arrête, si vous voulez, on arrête un peu brusquement et, et on termine le webinaire ici. Je voudrais vous remercier nos conférenciers d'avoir pris le temps de préparer la présentation et également prendre le temps de répondre à certaines des questions de nos participants. Quand on a mis en place ce webinaire, je voulais partager ce qui s'est bien passé, le processus de réexamen dans les 3 pays et également, ou également les défis à relever. On voulait que ce webinaire puisse conseiller les autres pays qui travaillent pour réviser, qui réexaminent une directrice nationale, mais ils le font alors qu'en ce moment, et j'espère, si vous voulez, que ce webinaire a été très utile, vous a été très utile. Simplement, je réitère que l'enregistrement et les diapositives vont être partagés après ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.
lors de ce webinaire. Je vous remercie et au revoir.